Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Mettez-vous bien, posez-vous, puisqu'aujourd'hui c'est le 4e épisode des 5 faits insolites en histoire-géographie. Comme toujours, on va développer 5 faits qui touchent au domaine de l'histoire, de la géographie ou de la géopolitique, vous permettant d'apprendre un maximum de choses en un minimum de temps. Les 3 autres épisodes vous ont pas mal plu et j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être aujourd'hui du très lourd. C'est parti. Alors pour ce premier fait, on va parler de la France et de ses belles communes. Je sais pas si vous le savez, mais la France est le pays d'Europe comportant le plus de communes. Avec plus de 36 000, la France possède un tiers des communes de l'Union européenne. Alors l'anecdote, elle est déjà pas mal en soi et elle pourrait largement être dans ce classement. Mais vous savez, moi j'aime bien creuser et en fait, on va voir quelles sont les premières et les dernières communes de France dans l'ordre alphabétique. Les 5 premières villes de France dans l'ordre alphabétique sont à la 5e place à Beaucourt-Haute-Cour, dans la Meuse, 110 habitants. À la 4e place à Beaucourt, en Meurthe-et-Moselle, 299 habitants. À la 3e place ex-aequo, c'est les villages d'Abancourt. Forcément, sur 36 000 communes, il y a des redites et ici c'est le cas. L'une se situe dans l'Oise et à 651 habitants, tandis que la seconde se situe dans le Nord et à 463 habitants. Et d'ailleurs, ce qui est aussi cocasse, c'est qu'ils ont le même gentilé, les Abancourtois et les Abancourtoises. Attention, en top 2, c'est Abainville, dans la Meuse de nouveau, 301 habitants. Et la première ville de France dans l'ordre alphabétique, c'est Ast, dans les Pyrénées-Atlantiques, avec 181 habitants. Et à l'inverse, les 5 dernières communes de France dans l'ordre alphabétique sont Souani, en Haute-Corse, 30 habitants, et s'en suivent 4 communes du Nord-Pas-de-Calais, Zudosk, 915 habitants, Zuidkerk, 1753 habitants, Zuidkout, 1677 habitants, et enfin, la dernière commune de France dans l'ordre alphabétique, c'est Zuidpen, avec 524 habitants. Mais c'est pas fini, on est en début de vidéo, j'en profite pour vous le dire, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, et partage-la à tes potes, ou plutôt devrais-je dire, abonnez-vous à la chaîne, aime la Vedex, et partage-la à tes potes. Si même les communes de France vous le disent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, pour le deuxième fait, on va parler de quelque chose dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, la programmation. Alors vous devez sûrement le savoir, pour coder, il existe une multitude de langages différents, comme le Java, le Python, le SQL et encore plein d'autres. Bon, j'avoue que pour moi, le chinois, c'est plus facilement compréhensible que ça, mais bref, le plus important, c'est l'anecdote, bien sûr. Et ici, on va parler du Kotlin. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un programme créé par JetBrains, qui est une grosse boîte d'informatique, avec comme objectif de compiler des codes pour des machines virtuelles. Bon, c'est absolument pas clair, mais ici c'est pas le plus important. Le Kotlin devient officiellement en 2019 le langage de programmation recommandé par Google itself pour développer des applications sur Android. Donc pour vous montrer que c'est pas un petit truc inconnu. Eh bien, savez-vous pourquoi elle s'appelle le Kotlin? Parce que JetBrains a une branche à Saint-Pétersbourg et Kotlin est l'île au large de Saint-Pétersbourg. Et oui, c'est le lien entre la programmation et la géographie. Kotlin, c'est moins de 50 000 habitants en plein milieu de la baie de la Neva au large de Saint-Pétersbourg à genre 25 km. Et en gros, il n'y a qu'une seule grande ville, Kronstadt, et une super petite église, et par petite j'entends forcément très grande et très belle. Et en gros, il y a 2 ponts / digues qui permettent de relier les habitants de Kotlin à la côte tout en protégeant Saint-Pétersbourg au cas où, avec d'un côté le barrage de Saint-Pétersbourg qui permet d'être sûr d'éviter les inondations causées par la Neva. Bon, à Skip, c'est pas très écologique et ça coûte presque 2,7 milliards d'euros, mais bon, on est en Russie, je vous rappelle. En tout cas, si vous avez du codage en cours, vous pourrez lâcher cette anecdote si vous faites du Kotlin. Bon, je pense que vous le savez, mais dans le monde, il existe des endroits bien glauques. Soit à cause d'événements tragiques, dixit la ville de Pripyat à côté de Tchernobyl, mais aussi parfois des villes qui nous apparaissent totalement normales et qui cachent très bien leur jeu. Et c'est ce qu'on va voir pour ce 3e fait. Bienvenue à Colma, une charmante petite ville de la banlieue sud de San Francisco, fondée par des chercheurs d'or lors de la fameuse ruée vers l'or au milieu des années 1800. La ruée vers l'or a permis un afflux massif d'hommes et de femmes voulant tenter leur chance en Californie, créant un grand problème. Il y a de plus en plus de monde, les villes comme San Francisco sont pas prêtes, alors qu'est-ce qu'on fait des morts? Parce que oui, plus de vivants veut aussi dire à terme plus de morts. Alors là, vous pouvez me dire, bah t'as juste à creuser des cimetières. Cependant, la ville n'avait juste plus d'espace libre et tous les cimetières sont pleins. Puis, je vous rappelle que niveau sanitaire, au 19e siècle, c'était pas ouf, donc ça pouvait décupler les risques de pandémie, surtout en ville.
En 1887, l'archevêque catholique de San Francisco, Patrick Riordan, achète du terrain à Colma pour y faire un cimetière. Puis au fur et à mesure, d'autres communautés religieuses de la baie de San Francisco passèrent le pas. Puis ça s'accélère en 1890, puisqu'il devient interdit d'enterrer ses morts à San Francisco même. Donc Colma devient l'un des seuls endroits de la banlieue de San Francisco où l'on peut enterrer ses morts. Et pour aller encore plus loin, en 1912, le comté de San Francisco ordonne l'exhumation et l'éloignement de tous les corps enterrés en ville. Une grande partie des sépultures se retrouve donc à Colma. Pour vous dire, le cimetière qu'a fondé Patrick Riordan a reçu près de 40 000 cadavres. Depuis, la ville se développe et les cimetières se sont multipliés. Aujourd'hui, 73% du territoire de Colma est composé des 17 cimetières disséminés partout en ville. Il y a même un cimetière pour les animaux domestiques. Cependant, Colma est habité par plus de 1500 personnes, ce qui est une infime minorité comparé au nombre de morts enterrés à Colma. Il serait presque 2 millions. Et forcément, de grandes personnes sont enterrées à Colma, comme Joe DiMaggio, la star du baseball, Levi Strauss, le précurseur du gin, William Randolph Hearst, grand mania de la presse, ou encore Bill Graham, impresario de grands groupes de rock comme Grateful Dead ou Jefferson Airplane. Et aujourd'hui, le slogan de la ville est « C'est génial d'être vivant à Colma ». Et ça doit être aussi génial pour tous les fans de paranormal. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé du premier combat aérien de l'histoire au-dessus de Jonchery-sur-Vesle, dans la Marne. Eh bien, figurez-vous que en faisant mes recherches pour ce fait, j'en ai trouvé un autre qui est encore plus incroyable. Alors, c'est encore une fois une création russe, qui s'appelle le Taran, ce qui veut dire bélier dans la langue de Lénine, ou aussi appelé l'abordage volontaire en vol. C'est une technique de combat aérienne, utilisée en majorité par les Russes, mais aussi par les Japonais et les Allemands, et c'est exactement ce que vous pensez. Elle consiste à percuter un avion ennemi à l'aide de son propre appareil. Alors, tout a commencé lors de la Première Guerre mondiale, lorsqu'un pilote de l'armée de l'air impériale russe fonce sur un avion austro-hongrois. Alors ici, le pilote meurt et emmène avec lui le pilote austro-hongrois et son observateur. Cependant, le Taran, c'est pas forcément une attaque kamikaze. De nombreux hommes ont réussi à survivre à des Tarans. D'ailleurs, le record d'avions abattus par Taran sans mourir, c'est 4 par le lieutenant Boris Ivanovitch Kobzan. Figurez-vous que même un Français a pratiqué un Taran. C'était le second maître Le Bihan. Le 15 juin 1940, ce dernier est face aux forces italiennes venues attaquer Toulon, mais à cause d'une avarie, il est un peu dans la sauce et il décide d'heurter volontairement un avion italien. Malheureusement, il mourra de ses blessures. Alors, on compterait dans l'histoire près de 500 Tarans, surtout par les Russes lors de l'opération Barbarossa lors de la Seconde Guerre mondiale. Et souvent, c'est juste parce que le pilote, il a tout simplement plus de munitions. Et d'ailleurs, le premier jour de l'opération Barbarossa, le 22 juin 1941, c'est pas moins de 14 avions allemands qui seront détruits de cette façon par les Russes. Et oui, parfois, foncer dans le tas, c'est la solution. Allez, finissons avec un fait improbable. Est-ce que vous avez des billets sur vous actuellement? Je vais pas vous les voler, vous inquiétez pas. Bon, l'anecdote elle commence un peu comme un tour de magie, mais pourtant il n'en est rien. Si vous avez un billet sur vous, vous remarquerez qu'il y a plein de choses dessus et surtout quelque chose qui se répète sur tous les billets, sans exception de 5 € jusqu'à 500 €. Je parle bien sûr des ponts. À chaque fois, il y a des ponts sur tous les billets. Vous pourrez le vérifier par vous-même et tout ça depuis la mise en circulation de la monnaie unique. Et c'est une idée de Robert Kalina parce que l'euro serait comme un pont entre les nations. Et forcément, lors de la création du design des billets, l'Institut monétaire européen ne voulait pas que ce soit des ponts existants, de peur d'exclure les pays qui n'auraient pas de magnifiques ponts. C'est donc Kalina lui-même qui designera les ponts et donc tous les ponts des billets n'existent pas à la base. Pourquoi j'ai rajouté à la base? Eh bien parce qu'en 2011, l'artiste Robert Stam, qui voulait faire une œuvre liée aux objets du quotidien, se dit qu'il pourrait refaire, en vrai, les 7 ponts présents sur les billets européens. Il demande à la Banque Centrale Européenne qui lui fait comprendre que tant qu'il falsifie pas des billets, ça passe. Donc Robert, lui, il contacte un promoteur construisant un nouveau quartier à Spijkenisse, dans la banlieue de Rotterdam, et paf, le promoteur, il est chaud bouillant, et en 2 ans, les 7 ponts sortent de terre. Comme vous le voyez, ils ont les mêmes couleurs criardes que les billets, et ça tranche beaucoup avec le lotissement qui est très classique. Et figurez-vous que ces ponts s'appellent les ponts de l'euro. Et que maintenant, grâce à ça, le quartier de Spijkenisse a sa place sur les cartes touristiques de Rotterdam.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre plein de choses. Je vous rappelle que mes sources sont comme toujours en description, ainsi que les liens pour mon Twitter, mon serveur Discord, ainsi que mon Utip si vous voulez m'aider en finançant la chaîne. Vous pouvez aimer et partager la vidéo si elle vous a plu, et je vous rappelle que de temps en temps, je fais des lives sur ma chaîne YouTube dans lesquels je fais les cartes pour la prochaine vidéo, donc abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve dans 2 semaines dans la Géozone. Ciao! Starting up,